Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Bismart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage tous les soirs en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée particulièrement dense en termes de publications d'entreprises. C'est bien la microéconomie qui anime ces marchés en ce moment avec des sorts très divergents en fonction des publications. L'exemple du jour au sein de la cote parisienne est l'envolée de Kering par rapport à la lourde chute ou rechute de Dassault Systèmes. On notera également une bonne publication saluée par les investisseurs pour Thales et à l'inverse ST Micro qui déçoit également sur cette publication à l'instar de Dassault Systèmes. Pauline Gratel vous apportera beaucoup plus de détails dans un instant sur cette journée qui concentre beaucoup de publications en Europe mais également aux États-Unis. Sur les marchés de matières premières, on voit le pétrole réagir aux dernières sanctions, aux nouvelles sanctions de l'administration américaine contre deux géants du pétrole russe, Rosneft, le géant public, et Lukoil, le géant privé qui représente à eux deux près de 50% des exportations russes de pétrole. Les cours du brut progressent de 4 à 5% aujourd'hui dans une tendance qui reste baissière. On reste quand même sur une baisse de l'ordre de 15-20% pour les cours du pétrole depuis le 1er janvier de cette année. Discussion à suivre bien sûr sur ces situations de marché avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur un des marchés chauds du moment, celui des small et mid cap allemandes à la faveur de la relance budgétaire et du virage budgétaire allemand. C'est Marie Fournier, directrice générale France de Lupus Alpha, qui sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices en Europe évoluent globalement à la hausse aujourd'hui, à l'exception de certains indices, le DAX notamment qui est un peu en retard, mais tous en tout cas vivent au rythme des résultats d'entreprise. Oui, et aux États-Unis, les indices ont ouvert en hausse mesurée. Juste un mot du pétrole avant les résultats. Les États-Unis ont sanctionné les plus grands exportateurs de pétrole russe. Le prix du baril de Brent grimpe de 5%. Au-delà de 65 $, entraînant le secteur pétrolier en bourse. Côté indice, en France, le CAC 40 est dans le vert et évolue autour de 8250 points. Une dizaine de composantes de l'indice parisien ont livré leur compte du troisième trimestre. Allons-y donc avec ces résultats salués pour commencer, et ceux de Kering notamment. Oui, le titre s'envole en tête du CAC 40 en hausse de plus de 10% au cours de la séance et au plus haut depuis avril 2024. Le chiffre d'affaires au troisième trimestre est en recul de 10% en données publiées, mais c'est supérieur aux attentes des analystes. Pour Gucci spécifiquement, le chiffre d'affaires recule de 14% sur la période. À l'inverse, parmi les grandes déceptions du jour, on trouve Dassault Systèmes. Le titre plonge de plus de 15% après une publication jugée décevante. Le chiffre d'affaires est bien inférieur aux attentes et les perspectives de croissance pour 2025 sont revues à la baisse. Parmi les autres déceptions, ST Microelectronics plonge aussi de plus de 10%, même si le résultat net repasse dans le vert. Les ambitions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours ne sont pas à la hauteur. Il y a d'autres déceptions également, Pauline. Oui, à commencer par Carrefour qui cède près de 4%. Le chiffre d'affaires progresse de 2% à plus de 22 milliards d'euros, mais c'est inférieur aux attentes. Renault, de son côté, recule de 3% malgré un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 11,5 milliards d'euros. Les perspectives qui avaient été revues à la baisse en juillet sont confirmées. Ça passe sans problème pour Thales. Thales est en hausse de 2% après ses résultats supérieurs aux attentes et surtout l'annonce de la création d'un géant des satellites européens avec Leonardo et Airbus. L'objectif est clair, contrer Starlink qui domine ce marché. Leonardo gagne 2% et Airbus environ 1%. Bureau Veritas et Orange voient également leur cours de bourse progresser de manière mesurée après la publication des résultats. Oui, le chiffre d'affaires progresse pour Bureau Veritas malgré des effets de change négatifs et le groupe confirme aussi ses objectifs annuels. Le titre est en hausse de 1%. Orange fait aussi état d'un chiffre d'affaires en légère hausse sur un an au troisième trimestre. Le titre est en petite hausse.
Aux États-Unis, Tesla publiait hier soir. Oui, et la publication est sanctionnée. Le titre ouvre en baisse de plus de 5%. Tesla fait état d'un bénéfice net en chute libre de près de 40% à cause des droits de douane et des coûts liés à la recherche. Malgré tout, le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes sur le trimestre. IBM chute également à Wall Street, une chute de plus de 5% pour le cours de bourse après une copie mitigée. Oui, c'est à cause d'un ralentissement de sa croissance dans son segment des logiciels cloud. Mais le groupe relève ses objectifs annuels et les résultats au global sont supérieurs aux attentes. Les commandes IA atteignent presque les 10 milliards de dollars, mais cela ne suffit pas à rassurer le marché qui n'est pas très optimiste. Ça se passe bien pour notre poids lourd de la tech en Europe. Je parle de l'allemand SAP. SAP annonce un chiffre d'affaires en hausse de 7% et de 22% sur ses ventes cloud et relève certains de ses objectifs. L'action est volatile. Après avoir été en hausse de 3%, elle cède désormais 2%. Et puis la fusée du jour est à chercher du côté du marché suédois avec Volvo Cars. Oui, le titre s'envole de 35% après la publication de ses résultats nettement supérieurs aux attentes. Le groupe a accéléré ses réductions de coûts, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement les effets des tarifs douaniers, malgré le fait que ce soit l'un des constructeurs les plus exposés aux tarifs. Quel sera le programme de demain pour conclure cette semaine sur les marchés, Pauline ? Ce soir, les investisseurs arbitreront les résultats de Accor, Vinci et Intel après la clôture. Côté Macron, on regardera évidemment l'inflation américaine de septembre qui avait été décalée à cause du shutdown. Et le shutdown, lui, se poursuit. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyril Parison est avec nous, le responsable de la recherche obligataire de Silex. Bonsoir Cyril. Bonsoir Grégoire. Julien Pierre-Nouan est également à nos côtés, directeur des études et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir Grégoire. Et Pierre-Alexis Dumont nous accompagne, directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Deux moteurs qui viennent nourrir les marchés. Alors la liquidité, on pourra y revenir peut-être avec les réunions de Banque centrale la semaine prochaine et notamment la Réserve fédérale américaine. Et puis cette séquence microéconomique comme tous les 3 mois qui vient apporter un peu de nourriture fondamentale aux investisseurs. Pierre-Alexis, on est au cœur de cette saison de publication de résultats. On voit les marchés très animés d'ailleurs avec, je le disais, des sanctions parfois très divergentes sur de grosses valeurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que les premiers éléments de cette saison de publication viennent justifier les niveaux atteints par les marchés ces derniers jours encore ? Écoutez, il y a une chose qui est sûre, c'est que les thématiques qui ont porté les marchés restent intactes. Voilà. Donc les résultats, que ce soit sur les investissements IA, sur les data centers publiés par les industriels, on a eu Vertiv aux États-Unis qui est un gros installeur qui publie son reste en très forte accélération et justifie aujourd'hui qu'on reste sur des dynamiques d'investissement IA qui sont en forte hausse. Donc ça, c'est le cas. On a la défense aussi avec les publications de Thales qui restent aujourd'hui très, très, très forte. Donc on a vraiment... Alors pour l'instant sur la partie bancaire, on n'a pas eu beaucoup de résultats, pas grand-chose en Europe, mais sur ces piliers forts qui ont fait la hausse des marchés sur ces dernières semaines, on le valide. D'accord. Donc a priori, ça ne remet pas en cause fondamentalement, cette partie bottom-up ne remet pas en cause fondamentalement la forte hausse qu'on a eue sur le marché. Donc on n'anticipe pas de ce fait un retournement. Après, ceux qui cherchent d'autres thématiques ou une forme de rotation dans le marché, pour l'instant, on sent un peu pour leurs frais. Après, c'est un peu à l'image du trimestre dernier. On a quand même aujourd'hui un petit peu de rotation. C'est-à-dire que vous avez quand même des inflexions sur certains titres qui ont entraîné des revalorisations très fortes. On voit Kering par exemple, mais c'est vraiment pas le seul dossier. Donc on a vraiment c'est pas homogène dans le secteur. Donc c'est très spécifique. Vous dites on a vraiment une entreprise dans un secteur. On a un marché mixte et on voit SAP et STM, c'est pas du tout la même musique. Non. Et vous avez la même chose avec les publications d'ASML et TSMC qui étaient de très bonne facture. Donc on a vraiment aujourd'hui, moi ce que je dis c'est qu'on a un peu un changement de structure du marché. Disons la structuration géographie secteur fonctionne mal. En fait c'est thème.
Quand j'entends thème, c'est segments de marché assez spécifiques sur des thématiques assez spécifiques qui font aujourd'hui que ça touche une partie non liée à des secteurs, non liés à des géographies de la cote. Et on reste dans cette dynamique-là avec quand même des investisseurs qui sont beaucoup plus risk-on qu'ils l'ont été. C'est-à-dire qu'on a eu deux ou trois années de suite d'investisseurs très risk-off où on payait la sécurité, beaucoup. Ouais. Et là, on l'a vu avec un certain nombre de publications, les L'Oréal, voilà, ça reste correct, mais il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Voilà, on a une rotation avec une volonté des investisseurs d'accompagner un certain nombre de mouvements qui sont soit des mouvements de thématiques global long terme à forte dynamique, soit des mouvements d'inflexion positive et avec un accompagnement qui se fait de façon assez réactive. Un risk-on qui reste connecté aux fondamentaux ou un risk-on qui se déconnecte parfois des fondamentaux? Alors là, le phénomène du moment, c'est Beyond Meat aux États-Unis qui fait 1000% de rallye en 4 jours, qui est une boîte qui gagne pas d'argent alors qu'elle a noué un partenariat élargi avec Walmart. Donc il y a une news qui justifie, mais Beyond Meat, ça existe depuis des années sur la côte américaine. C'est vrai que c'était un titre qui était particulièrement tombé en déshérence, si je puis dire. Bon, et des boîtes qui gagnent pas d'argent, dont on voit, alors dans le quantique ou ailleurs, dont on voit des envolées spectaculaires, ça reste aussi un phénomène qui caractérise ces marchés aujourd'hui. Je vais pas vous dire qu'il n'y a pas une augmentation de la spéculation, notamment aux États-Unis, avec un retail maintenant qui pèse plus de 30% des volumes, des développements d'un certain nombre d'options sur une journée, voilà. Donc on a vraiment un levier qui monte. Voilà, on peut faire quasiment sur tous les actifs. Sur l'or, on a eu une explosion des ETF, les bitcoins et actifs numériques aussi. Donc non, en effet, il y a un signe d'augmentation de la spéculation. Ça c'est clair aujourd'hui, avec un effet richesse aux États-Unis qui entraîne à la hausse les marchés, mais en effet avec un risque de rupture. Donc ça, c'est clair, il faut rester vigilant vis-à-vis de ça. Mais sur les poids lourds, qui sont quand même les ancres du marché. Okay. Voilà, on reste quand même sur des valorisations qui restent entendables et avec des structures de croissance qui sont plutôt très favorables pour le moment. Donc voilà, c'est clair que il y a de la vigilance à avoir et il faut diversifier ses portefeuilles par exemple, mais on a un ancrage qui est fort avec une thématique action et c'est ça qui est important. Les actions, ça monte pas pour des causes de valorisation. Ça monte quand vous avez une thématique de croissance qui fait que les multiples peuvent justifier. C'est la croissance qui génère à moyen terme les gains, les performances. Donc ça, c'est clair. Et on l'a. Voilà. Maintenant, il y a un peu d'emballement et on aura sûrement un moment où on va passer par une phase de transition un petit peu volatile. Phase de transition un petit peu volatile. Bon, un petit pain quoi. Non, mais où est-ce qu'on en est selon vous là chez Lazard Frères Gestion, Julien Pierre? Comment vous analysez ces marchés globaux? Est-ce que d'accord avec l'idée que les grandes thématiques qui portent, alors les indices boursiers en l'occurrence, restent intacts, notamment le thème de l'IA et jusqu'où on se méfie de ces poches de spéculation dans des marchés effectivement alors bien identifiés ou sur des segments de marché bien identifiés? Est-ce que ça devient gênant un peu, beaucoup, pas du tout à ce stade? Effectivement, on voit quand même une augmentation du levier. On voit, lorsqu'on regarde les statistiques sur le levier des hedge funds, on est sur des plus hauts historiques. Lorsqu'on regarde tout un tas d'indicateurs, on sent qu'il y a quand même un peu d'ébullition dans le marché à l'heure actuelle et que, quelque part, une correction permettrait de calmer un peu les choses. C'est vrai que lorsqu'on regarde les valorisations, le marché US est clairement, on le sait, sur des plus hauts historiques, mais on a quand même eu des évolutions assez marquées sur d'autres marchés. Je pense aux émergents qui ont fait afficher une très bonne performance, ou même le Japon. Si on enlève la période immédiatement post-Covid où on avait des valorisations qui étaient très très élevées, on reste quand même, on retrouve des points hauts en termes de multiples de résultats. Donc il faudra effectivement délivrer en termes de croissance sur les prochains trimestres pour alimenter la hausse à partir des niveaux actuels. Ouais, bon. Le phénomène de liquidité, alors il y a les résultats qui font la performance à long terme, il y a ces phénomènes de marée aussi, de liquidité. En ce sens,
de savoir que la Réserve fédérale américaine est prête à continuer de baisser ses taux, est prête sans doute à arrêter aussi la réduction de son bilan assez prochainement. Ça participe un peu, beaucoup, là aussi, à cette tenue des marchés, à cette solidité des marchés, Julien Pierre. Alors, ça participe sans doute au sentiment de sécurité des investisseurs. La question après est de savoir pourquoi est-ce que la Fed baisse ses taux et à quel rythme elle va le faire et jusqu'où. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde... Alors, là, on est un petit peu dans le flou. On a depuis bientôt un mois plus de statistiques américaines à se mettre sous la dent. Non, mais quelque part, le marché était très à l'aise avec le fait qu'il n'y ait plus de données. Oui, ça participe sans doute à la bonne confiance du marché. Donc demain, on aura les statistiques d'inflation parce qu'elles sont nécessaires à publier parce qu'un certain nombre de dépenses sont indexées dessus. Oui. Mais ça nous parle que d'un côté du mandat de la Fed, du mandat inflation. Sur ces questions d'inflation, la réalité, c'est que l'inflation aux États-Unis s'est sans doute stabilisée sur un niveau qui ne met pas la Fed très à l'aise, parce qu'en fait, on est un petit peu en dessous des 3%. On se dit quand même que sur les prochains mois, on devrait voir un effet des droits de douane, donc une inflation qui pourrait être en train de réaccélérer. Vous ajoutez l'impact de la lutte contre l'immigration sur le coût du travail. De ce côté-là, la Fed, elle se dirait je ne suis pas sûr que je vais continuer à baisser beaucoup. Par contre, de l'autre côté, vous avez les chiffres de l'emploi et on voit quand même un certain nombre de secteurs. Tout ce qui est immobilier, ça reste vraiment sous pression, qui montre que pour une partie de l'économie, les taux pourraient être sans doute baissés. Donc, clairement, on l'a vu en septembre, la question de l'emploi a pris un peu le dessus. La question, c'est est-ce qu'on est au début d'une petite phase d'ajustement, pour se donner un peu le temps de voir, et on va dire, on baisse peut-être jusqu'à la fin de l'année, et on se revoit au début de l'année pour se reposer la question de, peut-être on aura à nouveau des statistiques, mais pour voir où on en est, ou est-ce qu'on est effectivement au début d'un cycle de baisse assez prolongé. Mais la contrepartie de ce cycle de baisse assez prolongé, c'est que la Fed serait sans doute plus inquiète sur la croissance américaine. Ouais. Sur la question de l'arrêt du quantitative tightening, je pense que c'est très lié là aux évolutions sur le marché interbancaire américain. On a vu commencer à avoir quelques petites tensions lorsqu'on regarde l'écart entre le taux auquel se prêtent les banques collatéralisées et les Fed Funds, il a remonté sur les dernières semaines. On voit un peu plus de recours à certaines facilités de financement de la Fed. Oui. Donc voilà, ça dit peut-être que la liquidité bancaire... Alors c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de liquidités partout et on voit ces petits signes... Et il y a des poches de marché où il y en a moins. Voilà. Ah ouais. Donc un environnement qui reste compliqué à lire. Au-delà du mandat, j'allais dire macro de la Fed, emploi et prix, la question de la stabilité financière s'invite à nouveau, j'allais dire, dans la réflexion de la Réserve fédérale américaine. Julien Pierre citait des petites tensions ici et là sur des marchés monétaires au jour le jour. On a ces petits accidents dans les marchés de crédit privé avec des équipementiers automobiles pour aller assez vite aux États-Unis qui sont en train de faire défaut. La question des banques régionales qui a fait une tentative de retour également ces derniers jours. C'est des aspects qui comptent pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, par exemple. Je pense totalement. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était qu'elle essayait de suivre au maximum son mandat, même si on essaie de la politiser. Donc ça, c'est plutôt quelque part assez rassurant pour les marchés. Que tout n'est pas réglé dans le système, sachant que quand on veut trop faire de dérégulation, c'est là où on commence à commettre les erreurs. Encore une fois, on nous parlait encore il y a peu, Trump qui nous disait faut plus faire de rapports quarterly, il y a trop de travail pour les. Si on n'avait pas eu ces rapports quarterly, déjà on n'aurait pas su ce qu'il y avait dans les bilans de toutes ces expositions chez Zions, etc. On l'aurait jamais su, on l'aurait su peut-être trop tard avec des conséquences qui auraient pu être plus multiples. Donc c'est quand même bien d'avoir une certaine régulation. Et puis effectivement, les banques américaines n'ont pas tant de réserves que ça. C'est un sujet qu'elles regardent avec beaucoup d'attention. C'était quand même assez baroque de voir sur le marché un 2 ans qui anticipait déjà, qui est à 3,45, anticipe déjà
quasiment plus de baisse de taux, et puis d'avoir ce taux SOFR interbancaire qui se traitait au-dessus des Fed Funds. C'est pas des choses hyper rassurantes, même si quand on regarde dans le détail, aujourd'hui on a quand même le sentiment qu'on a un peu exagéré les effets parallèles de ces banques régionales. On n'est pas du tout dans le risque de bank run qu'on avait eu il y a 2 ans, parce qu'elles étaient gorgées de trésorerie, qu'on avait eu 2 ans de remontée des taux historiques. Là, on est sur des positions qui sont très gérables. D'ailleurs, Zions a publié hier. L'équilibrage passif-actif est plus facile aujourd'hui qu'il ne l'était il y a de la fragilité, il y a 2 ans. Il y a de la fragilité et il n'y a pas tant de réserves que ça au niveau bancaire. Donc la Fed est assez prudente vis-à-vis de ça. De ce point de vue, ça veut dire qu'elle va redevenir nette acheteuse à un moment à travers la politique de bilan ? Moi, je suis d'accord. De toute façon, c'est une des manières aussi de favoriser un petit peu les deux camps, sans trop baisser les taux, en restant dans son mandat sur quelque chose autour de 3,50, 4 sur les taux Fed Funds, et en même temps d'assouplir un peu plus son bilan. C'est une manière de gérer à la fois ce que veut l'administration Trump et à la fois de rester prudent pour la stabilité des marchés financiers. Et partant de là, ça veut dire que les risques sur les taux souverains américains à long terme, à 10 ans, à 30 ans, sont plus mesurés aujourd'hui, avec l'idée qu'on va avoir une Fed plus active, plus présente dans le marché, en tout cas en soutien du marché. Ça veut dire que les investisseurs ont déjà repris des positions un peu plus longues sur la partie américaine. On est quand même sorti au début de l'été, on était très short en termes de positioning sur les États-Unis. Là, on est repassé plutôt long. Alors ça s'est vu d'ailleurs sur un 10 ans qui s'est quand même beaucoup corrélé au taux court. Mais même sur le 30 ans, il y avait pas mal de stratégies dites de pontification que le marché nous a vendues et qui a du mal à fonctionner, parce qu'un des moyens aussi de jouer une compression des taux par le bas, c'est aussi de jouer le 30 ans, qui est là où il y a un levier le plus élevé, une duration le plus forte, pour faire du capital gain de manière assez favorable. Il y a beaucoup de hedge funds qui font cette stratégie. Et on a vu les hedge funds revenir avec beaucoup de leviers sur la partie longue des États-Unis, normalement qui est plutôt celle des pension funds, et qui a poussé effectivement le 30 ans aussi vers le bas. Donc moi je pense qu'il y a un repositionnement global sur la courbe des taux américaine, en dehors du fait que les déficits continuent d'être assez larges. Et ça laisse de la place à une poursuite de la hausse des marchés obligataires américains. C'est ce qu'on voit là, un 10 ans américain à moins de 4%. C'est déjà une limite, ou est-ce que c'est quelque chose un mouvement qui peut continuer de se développer ? Non, on pense qu'on peut aller à 3,75 assez facilement. Justement, un CPI qui serait un petit peu plus bas, vu le positionnement des marchés, on peut aller à 3,75 sur un... Donc on peut avoir une nouvelle fourchette de fluctuation sur ce 10 ans. On a déjà la nouvelle fourchette. À la sortie de l'été, on avait cette nouvelle fourchette. On ne va pas revenir là, toutes choses égales par ailleurs, on ne revient pas à 4,80 comme on l'était, on est parti en début d'année à 4,80. C'est moins probable aujourd'hui. Je comprends. Sur cette liquidité banque centrale, la Réserve fédérale américaine en action, dans quelle mesure ça aide le marché, les entreprises également, peut-être, on n'a pas évoqué, mais il y a le sujet de l'immobilier aux États-Unis qui montre peut-être des signes de retournement, et puis des entreprises qui vont devoir commencer à se refinancer avec des taux d'intérêt quand même beaucoup plus élevés que le cycle précédent. Alors l'aspect de liquidité a beaucoup joué depuis la sortie de l'été, depuis fin août, et ça a été une des raisons, c'est le rationnel qui a permis de continuer à alimenter la hausse des actifs risqués. Après, se pose la question du nombre de baisse de taux anticipées versus la croissance. S'il y a énormément de baisse des taux, a priori, il y a une problématique de croissance. Et on revient à cette phase de transition et donc qui peut être un peu volatile. Et donc là, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un petit peu de divergence d'anticipation entre les actifs risqués, type action, même crédit, et ce que peut anticiper aujourd'hui le marché obligataire, qui reste quand même relativement prudent à court terme. Donc, est-ce que le marché acceptera de regarder après cette phase un petit peu de ralentissement qu'on attend, ou est-ce qu'on va être déçu des baisses de taux ? Ce qui est sûr, c'est que
je pense que à un moment ou un autre, il va falloir que les deux anticipations s'ajustent. Et là, on aura de la volatilité sur les marchés. Ça, c'est évident. Je pense que les deux actifs ne vont pas de pair. Ça fait un certain nombre de mois que ça dure. Il faudra qu'il y ait une réconciliation. Il y aura une réconciliation à un moment. Qu'il y ait une réconciliation entre les deux. Un actif qui a bien profité, alors notamment depuis Jackson Hole, le grand discours de fin d'été de Jérôme Powell qui ouvre la porte à ces baisses de taux, c'est l'or. L'or avait déjà bien monté évidemment jusqu'au mois d'août, mais c'est vrai que depuis le mois d'août, l'once d'or a dû prendre encore 20 ou 25%, avec un dollar en plus qui s'était stabilisé. Comment vous regardez ce mouvement sur l'or qui est historique, enfin en tout cas une année comme ça, et ça fait même déjà peut-être 2 ans que l'or monte, avec l'argent également. On arrive à un stade où c'est de la pure spéculation, Pierre-Alexis, où il y a quelque chose de fondamental, je sais pas, la crainte alors ce fameux debasement trade où on a l'impression que les banques centrales vont tout lâcher, ce qu'on voit pas dans le marché obligataire, je me tourne vers Cyril, mais le marché obligataire, lui, conserve l'idée que les anticipations d'inflation restent plutôt bien ancrées. Donc, est-ce que c'est un mouvement quand même fondé sur quelque chose un risque réel, ou est-ce qu'on est vraiment là parti dans quelque chose de très spéculatif avant tout? Il y a un phénomène de manque de visibilité à la fois géopolitique et économique, c'est qu'on va avoir une volonté de diversification. D'accord. De l'investisseur, et alors la diversification, donc elle déconcentration partant d'une position en dollars très forte, quoi. Partant d'une position en dollars très forte. Est-ce qu'on ira jusqu'à des phénomènes de débasement et autres? Je pense que voilà, voilà. Mais il va avoir une volonté de diversification. Clairement, ça, à un moment, ça a profité aux actions européennes, ça a profité cet été aux actions émergentes et asiatiques. Ça profite au Bitcoin, ça profite à l'or et l'argent. Il faut, et c'est un grand problème, pouvoir réallouer aujourd'hui ces investissements qui ont été très massifs aux États-Unis. Et ça, je pense que c'est un phénomène qui va se perdurer dans le temps. Voilà, donc il y aura des phénomènes un peu de spéculation et sans doute de surréaction à court terme, mais je pense que c'est ce type d'actifs-là, voilà, va être recherché à moyen long terme chez les investisseurs. Après, voilà, le problème de l'or, c'est que, comme le disait Warren Buffett, c'est que ça rapporte rien. Donc ça ne peut pas aujourd'hui être valorisé. Voilà, donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Pas la valeur intrinsèque de l'or. On peut essayer de faire des modèles avec la demande industrielle, liée aux bijoux et autres, mais bon, ça reste une fraction. Ça reste une fraction très forte. Donc voilà, donc c'est vraiment un actif qui, par essence, est spéculatif. Et donc, il faut en avoir conscience. Voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de conjonctions, de facteurs qui font que tout le monde veut avoir cet actif. Voilà, il y aura un moment une phase de correction. Voilà, on a peut-être vu un possible coup d'arrêt là, en début de semaine. Et plus de volatilité, mais je ne pense pas que ça remettra l'intérêt dans un portefeuille de diversification d'avoir ce type d'actif pour un investisseur moyen-long terme. Ça, c'est évident. Oui, et puis des investisseurs particuliers fortunés ont déjà souvent 5-10%, voire plus, dans certains cas, d'or dans les portefeuilles. On le voit sur le franc suisse, on le voit, voilà, il y a vraiment une volonté aujourd'hui face à cette incertitude, à la montée des blocs et à la montée du risque géopolitique, la volonté de diversifier. C'est naturel et je pense que ça va rester. Qu'est-ce qui est une bonne diversification là pour vous aujourd'hui, Julien Pierre? Est-ce que l'Europe, les actions européennes, est-ce que ça reste une bonne place dans les portefeuilles? Ça reste dans une allocation? Oui, nous on le pense parce que déjà en termes de valorisation, on est sur des choses beaucoup plus en ligne avec, on va dire, des moyennes historiques que ce qu'on voit maintenant dans les autres marchés. Et voilà, c'est assez facile finalement d'avoir toujours le discours négatif sur l'Europe, la croissance trop faible, etc. La réalité, c'est que lorsqu'on regarde les indices PMI, demain on va avoir ceux d'octobre, mais sur l'été, finalement ils ont continué à progresser malgré la mise en place des droits de douane. On a une BCE qui a, elle,
Parce que la question de l'inflation est quand même largement résolue en Europe, puis baisser ses taux de 4 à 2%, et ça va se diffuser dans l'économie. On a le plan allemand, alors ça met peut-être un peu plus de temps que ce qu'on pensait, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le plan européen qui avait été décidé après le Covid, sur lequel il y a encore de l'argent à dépenser, qui va aider. Donc nous voilà, on est constructif sur l'activité en Europe, et on pense qu'il y a voilà, pas mal de vecteurs sur les marchés qui peuvent encore en profiter. Bon, les actions européennes qui n'auront pas à rougir de cette année 2025 en termes de performance, surtout quand on corrige du dollar par rapport aux performances américaines. Et même sur les dernières années, vous prenez comme référence le pré-Covid. Vous enlevez la tech des US. La croissance cumulée des résultats des entreprises européennes n'est pas si éloignée que ça que celle des États-Unis. Bon, ça montre aussi le poids de la tech dans le marché américain. Comment on fait d'ailleurs, petite parenthèse autour de l'IA, mais enfin, comment on en est sans prendre le risque de se retrouver dernier acheteur dans une heure, parce que tout le monde a connu ces moments-là. Donc, comment on reste exposé à cette thématique en essayant quand même peut-être de se dérisquer un peu, si c'est le sujet, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut continuer d'être là où sont les pelles et les pioches, quoi qu'il en soit, et coûte que coûte. Après, de toute façon, dans la gestion de portefeuille, il y a des règles de diversification qui font que c'est compliqué d'être... le marché américain est devenu tellement concentré sur ces valeurs. Voilà, il faut accepter qu'on ne pourra pas prendre toute la hausse de ces valeurs. Il y en a certaines qui sont encore des valeurs de très, très grande qualité et qui affichent des résultats très solides, qui les protègent quelque part. Donc, mais c'est vrai que sur la période récente, tous ces deals circulaires entre acteurs, ça rappelle sans doute des souvenirs à certains acteurs des marchés des années 90. Fin des années 90, Pierre-Alexis. Oui, non. 96, 99, entre les deux, on m'a dit c'était 98. Là, on vous vend 98. On m'a dit, voilà, les 98, vendeurs, ils vous disent 98. Exactement. Reste encore un an. Voilà. Et voilà. Et l'histoire se répète, mais avec des légères différences, on verra bien. Du monde de foot, tout allait bien. Non, je pense que là-dessus, là, c'est aussi le thème de la diversification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu, dans une première phase de l'adoption de la technologie, une hyper concentration de la valeur ajoutée sur quelques acteurs. Si ça marche, et si vous y croyez, et nous on y croit, il faut se mettre en œuvre dans les portefeuilles des visions de propagation, donc aller vers les agents qui vont aller vers les entreprises qui vont réussir à mettre en place efficacement. On peut déjà prendre, alors je ne vais pas dire Paris, mais on peut déjà prendre ces orientations-là. Oui, on a quand même dans le domaine de l'analyse, on arrive à identifier des entreprises qui derrière les Nvidia et consorts vont pouvoir en profiter à travers la diffusion de ces outils. Regardez ici l'or, par exemple. C'est des petits exemples comme ça, et après vous avez aussi la concurrence entre l'Asie et les États-Unis qui vous permet aussi de diversifier sur les zones. Donc on a aujourd'hui beaucoup plus de vecteurs. Vous avez évidemment la partie électrification industrielle, qui vous permet aussi d'avoir un mix entre data center, automatisation, électrification, montée des infrastructures électriques, plan allemand. Donc on a aujourd'hui beaucoup plus, à mon avis, de vecteurs de diversification autour de ce thème que ce que vous aviez il y a un an ou deux. Donc j'ai envie de dire, il est clair qu'à un moment ou un autre, il y aura un phénomène. Quand on aura le ralentissement des investissements dans l'IA, il y aura évidemment de la volatilité et une phase de transition à gérer. Mais on a tout à fait, en tant que gérant de portefeuille, la capacité de diversifier ce risque aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y aura zéro effet dans les portefeuilles, mais on pourra au moins l'atténuer, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation des marchés de crédit, peut-être, Cyril? Alors c'est vrai qu'on l'évoquait en début d'émission, quelques petits accidents comme ça sur des marchés privés assez spécifiques aux États-Unis, mais globalement 2025 va encore être, ou sera
une bonne année pour le crédit dans le sillage d'une paire d'années qui auront été des années exceptionnelles, 23 et 24. Oui, c'est sûr. Alors après, à la différence des actions, nous, on n'est jamais dans l'exubérance. C'est-à-dire que on voit les risques. Et avant tout, nous surtout c'est du taux, donc c'est pas des multiples, donc ça va beaucoup plus vite à normaliser. Et en fait, on a déjà normalisé énormément. Donc en fait, d'un point de vue spread de crédit, on est déjà sur des plus bas historiques, donc on est déjà dans un début de fin de cycle dont on parlait tout à l'heure. Et début de fin de cycle. Début de fin de cycle pour nous, oui, en termes de resserrement des spreads, oui. Alors, si on regarde un petit peu, ça ne peut pas aller beaucoup plus bas. Non, si on regarde all-in, les rendements offerts par porter une obligation ne sont pas nécessairement très très bas, 3 et 5% entre l'Europe et les États-Unis sur l'investment grade, ça reste tout à fait correct historiquement. Nous, ce qu'on regarde beaucoup plus, c'est combien de temps on peut rester sur ces niveaux de valorisation. Ouais. C'est ça, et c'est là aussi où ça boucle avec la tech. C'est-à-dire que si on regarde les 10 dernières années, chaque fois qu'on a touché ce type de valorisation dans le crédit, on a eu des rebonds assez forts. Alors, il y a eu des crises qu'on connaît, peut-être qu'il y aura d'autres Black Swan qui vont arriver, mais on a eu des rebonds de spread assez brutaux, ce qui fait qu'on a pas mal de questions, nous, aujourd'hui, sur est-ce qu'il faut couvrir les spreads à travers du crossover, est-ce qu'il faut faire des trades, ce qu'on appelle de décompression, à savoir que le high yield va s'écarter beaucoup plus par rapport à l'investment grade. Ça, c'est des questions qui sont sur la table aujourd'hui avec nos clients. Dans certaines stratégies flexibles, visiblement, c'est plus que des réflexions. Disais, c'était il y a quelques jours, des BlackRock, dans des gros fonds flexibles, ou je ne sais plus, State Street, je crois, qui était cité également, commencent à prendre des positions short sur du crédit développé qui se retrouvent avec des spreads effectivement sans jus désormais, quoi. Voilà. Alors après, il y a une limite à ça, c'est-à-dire que quand on regarde historiquement, il y a eu aussi des périodes où les spreads de crédit pouvaient rester très bas, très longtemps, sans volatilité. Et justement, c'est la période post révolution technologique de l'Internet et des télécoms. Entre 2003 et 2008, les spreads restent sur des niveaux extrêmement bas. Donc, est-ce qu'on n'est pas encore dans ce cycle-là, où le crédit, finalement, bénéficie de tout cet investissement, sachant qu'on est quand même pas mal baqué par les fondamentaux, puisque les leviers au sens large dans le monde, sur la partie encore plus sur la partie européenne que sur la partie américaine, sont plutôt très très bas. Donc difficile en tout cas d'imaginer un sell-off de marché qui viendrait de manière endogène du marché du crédit, ou même des taux, je serais tenté de dire aujourd'hui. Donc si ça vient, ça viendra effectivement d'un repricing du marché action. Et ce repricing du marché action, je suis assez d'accord avec ce que disait mon collègue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en phase d'investissement sur la partie IA, qui d'ailleurs se développe beaucoup aussi d'un point de vue obligataire. C'est le secteur qui a le plus émis cette année. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, les groupes avaient des très très bons ratings. Donc en fait, à un moment, on se pose la question, c'est quoi mon intérêt à rester AA ou single A dans cette course Far West où il faut planter son drapeau le premier. Donc on va converger, même pour les meilleurs acteurs, vers des ratings plutôt autour de triple B. Ouais. Et ça va se faire avec énormément d'émissions. Là, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore un SoftBank qui investit énormément, même sur de la dette subordonnée, etc. etc. Les Oracle, des émissions à 20 milliards. Puis vous avez vu les BlackRock Infrastructure, maintenant, quand ils lèvent de l'argent, ils achètent le data center, ils achètent l'électricien en même temps. Tout ça pour 80 milliards. Ouais, j'entends. Et derrière, il y a de la dette, etc. Donc, ça va devenir, on va un petit peu, quelque part, rentrer dans la danse comme les autres. On va devoir, demain, initier beaucoup de groupes technologiques, y compris sur le marché du crédit, parce qu'il y a ce besoin d'investissement. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que la corrélation entre les actions et le crédit, elle se focalise aujourd'hui sur ce thème de l'IA, par exemple, et elle se focalise si on avait un problème demain sur les actions liées à l'IA, ça se retrouverait dans les marchés de crédit. C'est le déclencheur numéro 1. Voilà. De toute façon, dans toutes les études que vous pouvez voir aujourd'hui sur les craintes de marché, évidemment, la bulle IA fait partie du premier facteur. Derrière, il y a l'inflation. Mais oui, c'est la contagion, c'est ça, partant d'un accident. Ça ne viendra pas de manière endogène du marché du crédit. Ouais. Bon, après, tout le monde se pose tous les jours la question de savoir s'il y a une bulle dans l'IA. Donc, j'imagine que... On n'est peut-être pas encore au sommet de la bulle si ces questions-là sont posées tous les jours, non? Non, mais force est de constater quand même qu'on parle de très très gros montants d'investissement. Donc c'est du voilà, et y compris en termes de demande, y compris en termes de demande. Voilà. Donc il faut rester vigilant là-dessus. Voilà. Mais parce que c'est des très très gros investissements. Le milliard, c'est
Ah bah l'échelle, c'est la dizaine, voire c'est plutôt la centaine de dizaine, milliards. voilà, Oui, oui. dizaine, centaine. Voilà. C'est ça. Un mot des émergents, peut-être pour finir. Là aussi, on fait un pré-bilan de cette année 2025, mais il y a un vrai retour en grâce des émergents en général, de la Chine et de la tech chinoise peut-être en particulier. Est-ce que là aussi, on est sur des tendances ou des thèmes qui sont intacts aujourd'hui, Julien Pierre, et dont on peut imaginer profiter encore quelques temps là? Alors, la tech chinoise, c'est effectivement un peu la même histoire. Hein. Ouais. Mais moins cher. Mais moins cher, effectivement, et donc ça peut avoir de l'intérêt. Ouais. Après, ça ne doit pas faire oublier les défis structurels auxquels est confrontée l'économie chinoise. On reste dans une économie caractérisée par une crise immobilière qui dure maintenant depuis bientôt 5 ans. Et à laquelle s'ajoute en fait depuis maintenant quelques trimestres la question des surcapacités industrielles qui génèrent un climat un peu déflationniste et le pouvoir veut régler ça. Et le pouvoir veut régler ça. Voilà. On veut maintenant mettre fin à cette surconcurrence qui devient contre-productive. Ouais, le pouvoir veut régler ça et on le voit aussi dans les chiffres d'investissement, avec finalement l'investissement manufacturier qui était un peu ce qui avait sauvé la croissance chinoise face au ralentissement de l'investissement résidentiel qui s'est nettement arrêté depuis quelques mois. Donc voilà, là on va disséquer un peu la communication. Il y a le plénum du Parti communiste chinois en ce moment, hein, dans lequel il donne un peu les orientations sur les perspectives de croissance. Premier élément qu'il en ressort, c'est on retrouve quand même cette volonté d'autonomie, qui est quelque chose de très fort dans la Chine. Donc voilà, est-ce que ça nous dit quelque chose des prochaines négociations commerciales entre Xi Jinping et Donald Trump peut-être et donc effectivement, voir comment les autorités chinoises ont traité ces problèmes de surcapacité. Parce que dans le modèle économique mental des Chinois, l'investissement, c'est quand même toujours mieux que la consommation. Donc, ils sont un peu face à un vrai paradoxe. Oui, le pivot du modèle économique chinois est loin d'être terminé et loin d'être acquis. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Oui, et sur les émergents, là aussi, l'obligataire aura été une réussite cette année. Hein. C'est un des meilleurs performances du marché. Effectivement, voilà, quand les taux baissent aux États-Unis, et même en devise locale, ça a dû payer puisque le dollar n'a pas arrêté de baisser. Voilà, nous, le jeu, c'était de savoir quand est-ce qu'il faut rentrer entre hard currency et local currency. Voilà, c'était ça le jeu. Ouais. D'ailleurs, on a eu 2 mouvements. On a eu le premier mouvement pendant l'année où effectivement être investi en dollars était mieux. On a eu le Liberation Day jusqu'à, on va dire, début août et le discours de Jackson Hole, où là, effectivement, être investi en devise locale, on a une énorme surperformance. Et depuis, encore une fois, repositionnement, ce dont on parlait tout à l'heure, des Américains et du monde un petit peu plus sur les actifs en dollars. Ouais. Et là, effectivement, la dette émergente en hard currency a mieux fait. Mais à partir du moment où le portage dans le monde est un petit peu plus faible qu'il y a 2 ans, les émergents restent un bon moyen de tout faire ce qui offre un supplément de rendement. Exactement. Est acheté aujourd'hui par les investisseurs. Totalement. Avec un dollar qui s'est stabilisé quand même au cours de l'été, effectivement, qui s'est même légèrement raffermi, et un euro-dollar qui tourne autour de 1,16 désormais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Cyril Parison, responsable de la recherche obligataire de Silex, Julien Pierre Nouhan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, et Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Allemagne, de la relance budgétaire allemande et de la manière d'investir dans les small caps allemandes à la faveur de ces efforts budgétaires promis par le nouveau chancelier Friedrich Merz ces derniers mois. Nous en parlons avec Marie Fournier, directrice générale France de Lupus Alpha. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci d'être là. Lupus Alpha, société de gestion allemande, c'est ça? C'est pour ça qu'on est avec vous sur le thème des small caps allemandes notamment. C'est vrai qu'il faut quand même juste reprendre un petit peu de recul, mais ce que nous dit Friedrich Merz en mars
de cette année 2025. Ça nous paraît aujourd'hui complètement acquis et une nouvelle normalité pour un pays quand même connu avant tout pour son rigorisme budgétaire. Et donc, je veux quand même qu'on revienne sur ce virage historique impulsé par le chancelier allemand. On est 6 mois après, cette espèce de whatever it takes allemand. Où est-ce qu'on en est des promesses, de la réalisation des promesses, et à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer que ces promesses de relance budgétaire soient achevées et atteignent leurs objectifs, Marie? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui est important, c'est de replacer le contexte au préalable de ce plan de relance de fin février. En fait, l'Allemagne avait connu jusqu'en fin 2024 6 années de sortie de capitaux. C'est massif. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays qui est en stagnation, voire même récession, si on est un peu plus cash. Et on enchaîne 6 années de sortie de capitaux. Donc, ce ne sont pas les conditions, en fait, pour relancer la croissance, ni pour mettre en place, en fait, relancer le dynamisme économique. Friedrich Merz, il arrive donc dans un pays avec un secteur auto qui souffre des surcapacités chinoises, un secteur de la chimie qui souffre des surcapacités chinoises à nouveau. Aux États-Unis, il se passe également plein de choses avec effectivement des menaces, et après on l'a vu, les tarifs de Donald Trump. Donc il arrive dans un contexte où en fait la croissance est négative et il n'y a pas vraiment de facteurs autour sur lesquels il puisse s'appuyer pour relancer la croissance. Donc en fait, ce plan est un peu arrivé comme une évidence pour stopper ces sorties de capitaux et prendre en main le destin économique de l'Allemagne et créer toutes les conditions de retournement économique. Ouais. Comment on transforme l'essai? Parce que là, jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Alors le marché a peut-être déjà acheté certains espoirs, on va en parler, Marie, mais concrètement, dans l'économie allemande, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Si on commence à voir dans la défense, notamment depuis 2024, on est à un peu plus de 130 milliards de commandes passées au sein de la défense. Il y a une autre tranche de 90 milliards qui arrive l'année prochaine. Et ensuite vont suivre 3 tranches entre 100 et 120 milliards. Donc on est sur la défense déjà bien engagé. Je pense que de ce point de vue-là, on est plutôt bien. Et d'ailleurs, on voit que ça permet aussi d'amortir le ralentissement au niveau du secteur automobile. Je donne des exemples. On a un sous-traitant des grands constructeurs auto qui a été les capacités ont été 100% reprises par la défense. Par Rheinmetall. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'on peut voir. Donc il y a un effet amortisseur du choc que peut être l'auto sur l'économie allemande. Et après, les conditions. C'est-à-dire que là, en fait, l'Allemagne, depuis mars, a dit « je mets mon bilan sur la table au travail ». Chose qui n'avait pas été le cas depuis 20 ans. C'est un gros choc pour les marchés, un choc fort. Maintenant, l'Allemagne a aussi des conditions à créer par ailleurs pour dynamiser, que ce soit le marché du travail. Le marché du travail a besoin d'être lancé. Je pense qu'on a beaucoup de similarités qu'on peut faire avec le marché français. Typiquement, si vous ne gagnez pas plus de 20% du salaire médian en Allemagne, pour un couple avec 2 enfants, il n'y a pas d'intérêt à travailler en fait aujourd'hui. Et en parallèle de ça, vous avez des restaurants qui ferment parce qu'il n'y a pas assez de serveurs ou pas assez de cuisiniers. Donc en fait, tout est une question de mettre l'argent pour arrêter les sorties de capitaux là-dessus. Je pense que Friedrich Merz s'en sort très bien parce que depuis le début de l'année, il y a même des entrées massives de capitaux sur le marché allemand. Continuer à travailler avec les entreprises du privé pour initier, vous avez vu qu'il y a un consortium de 40 entreprises. Alors, je l'ai vu, mais il faut le dire, Marie, parce que j'ai l'impression que ça passe un peu sous les radars. C'est évidemment, comme vous dites, j'adore, l'Allemagne met son bilan sur la table et elle a largement les moyens et les marges de manœuvre. Mais le privé est en train de prendre le relais également, ou en tout cas de s'associer avec de l'argent privé à ces efforts de relance. Le privé et l'étranger. Il a monté, Friedrich Merz a monté une task force dirigée par Martin Blessing, qui est un grand homme du monde de l'investissement étranger, pour justement attirer les capitaux étrangers. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est un déploiement massif de capitaux en Allemagne qui permettent d'investir, d'entreprendre en fait la refonte de l'économie, redynamiser. Et en fait, on n'est pas sur la solution. Je pense qu'on n'est pas sur la solution de facilité de dire je mets aujourd'hui quelques milliards sur la table et puis ça va relancer la croissance 2 ans et tout le monde sera content. Non. Ce que veut Friedrich Merz, qui semble être assez clair, c'est la volonté d'une relance d'un cycle de croissance long terme. Et ça... Pas le feu de paille.
pas un feu de paille. Et je pense qu'on est dans la Deutsche Qualitat, rigueur allemande sur ce point de vue-là. En matière oui, c'est ça. Chaque euro sera bien alloué, bien pensé, au bon endroit. On sera surpris à la hausse par les résultats ou les fruits à moyen terme de ces efforts de relance? Je pense que... Vous avez une intime conviction par rapport à ça, parce que c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de matérialité. Mais j'ai une très bonne conviction là-dessus. L'année a été très bonne pour les petites caps allemandes. Il faut le dire, elles surperforment massivement les autres small mid-cap Europe. Je crois que sur l'MDAX, on est à 15%, et sur le small DAX, on est carrément à plus de 20%. Donc, c'est une bonne année. Maintenant, pour moi, c'est une année réactionnelle. On peut parler des flux, mais on a eu 3,5 milliards de collecte dans le segment, principalement de la gestion passive. On peut en parler aussi, c'est assez intéressant. Et du coup, donc au niveau des marchés, on a réussi à arrêter l'hémorragie, voire même à inverser la tendance. Mais ce n'est pas en fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le marché réagit à ce qui s'est passé à l'annonce. On a du coup beaucoup d'ETF, beaucoup de tactiques. Je pense que l'investissement ETF n'est pas du tout un risque pour la gestion active, c'est juste un autre type d'investissement. On a cette version tactique, et puis maintenant, on semble voir la croissance en Allemagne s'améliorer. C'est-à-dire trimestre 3, trimestre 4 2025, on risque d'être en territoire positif. Et les anticipations pour 2026 ont été légèrement rehaussées. Donc la vraie histoire, elle commence maintenant. La vraie histoire, elle commence maintenant. Et c'est une histoire longue. Et je pense qu'il faut rester très attentif à est-ce qu'on est à qui vont, si croissance il y a, qui en bénéficiera. Et quand vous dites 2025 a été une année réactionnelle sur les actifs allemands, et commencé par les small et mid-cap, qu'est-ce que vous imaginez comme étant la suite de l'histoire, justement, Marie? La suite de l'histoire, je pense qu'aujourd'hui, l'année semble faite en Allemagne. Je pense que Friedrich Merz a fait un coup au premier semestre. Il faut qu'il y ait une phase de consolidation, et aussi, je pense qu'il ne peut pas tout annoncer tout de suite. Mais l'Allemagne il a un capital politique à préserver aussi. Parce que ce coup, comme vous dites, tout à fait d'accord. Il lui a déjà coûté un peu aussi à travers. Il lui a coûté un peu, sauf que depuis qu'il est aux commandes, et ce qui est plutôt bon signe, au niveau global de l'Allemagne, l'AfD baisse un peu dans les sondages. J'entends. Donc c'est quand même quelque chose qui montre que ce virage pro-business, il parle en fait aux Allemands. Donc il y a aussi cette coalition à préserver, à étendre à la gauche libérale, et bon, après ça, c'est vraiment la partie beaucoup plus politique du sujet. Mais là, vous dites, voilà, c'est la première phase de l'histoire. Mais c'est on est dans une première phase. Deuxième phase, être très attentif aux chiffres de croissance. On a toujours le secteur de la défense qui caracole très loin devant le reste du marché. Pourquoi ? Parce que on a une visibilité qui est excellente, on a des révisions à la hausse encore, malgré les valorisations extrêmement élevées aujourd'hui du secteur. On continue de voir des fortes révisions à la hausse sur tous les pans du secteur, voire même sur les entreprises de deuxième rang. Donc c'est un secteur qui est parti pour continuer. On peut avoir, comme on a eu récemment, un peu de bruit avec des potentiels cessez-le-feu en Ukraine, mais voilà, moi je pense que c'est un secteur qui a encore pas mal de visibilité. On va avoir dès le début de 2026 les premières dépenses dans le secteur de l'infra, celles qui ont été repoussées de cette année. Vous savez qu'il y a eu pas mal de pause en fait sur ce quotidien, juste pour des questions de bureaucratie. Aujourd'hui, on ne dépense pas dans la construction aussi rapidement qu'on peut passer une commande dans le secteur de la défense. Et du coup, je pense qu'effectivement, on va déjà avoir une deuxième vague côté infrastructure, construction, qui peut être très positive, et on va voir évoluer cette croissance. Et ça veut dire qu'en termes de marché, après cette première phase réactionnelle qui a été alimentée par la gestion passive des ETF, vous disiez, je n'oppose pas la gestion active et la gestion passive, c'est-à-dire que cette deuxième phase de marché va se développer sans doute avec l'appui, le soutien et l'alimentation de la gestion active, c'est ça, Marie ? Moi, je suis convaincue qu'un des grands défis aujourd'hui, au niveau des marchés cotés, c'est de transformer une partie de ces flux ETF dans des flux actifs, dans des flux de conviction, de passer d'un statut tactique à un statut de conviction. C'est-à-dire, je veux chercher les meilleures sociétés qui profiteront au mieux de cette croissance et de toutes les bonnes choses qui peuvent évoluer en Allemagne au niveau économique. Donc effectivement, ça a resté très attentif. Et il faudra, en fait, c'est multifactoriel. Il faudra suivre effectivement ce qui se passe au niveau économique,
au niveau des entreprises, bien entendu, mais également politiquement, comment Merz parvient à se créer une coalition qui tient, qui dure, qui parle à la majeure partie du pays. Exactement. J'entends. 1 minute. Deux noms d'entreprises, 2 exemples rapides, Marie, pour incarner les convictions que vous portez et que Lupus Alpha porte sur cette thématique. Oui, je vais vous donner un nom de 2e rang, un équipementier du secteur de la défense, qui est une boîte qui s'appelle Deutz AG. C'est une société qui fabrique des moteurs à haute teneur technologique. Ils travaillent pour pas mal de secteurs, mais une grosse partie de leur activité est de fournir des moteurs pour les véhicules militaires. La boîte fait une très belle performance. C'est une petite cap qui fait 1,3 milliard. Donc, on est vraiment sur une petite valeur qu'on ne trouvera pas dans le MDAX, d'ailleurs. Et qui fait, mais tout à fait, et qui fait plus de 110% depuis le début de l'année. Ouais. Donc, avec un potentiel de croissance encore très, très fort. Et qui n'est pas uniquement exposé à la défense. C'est-à-dire que oui, si demain la défense, il y a un cessez-le-feu en Ukraine, on peut avoir de l'impact, mais globalement, on est quand même sur une boîte qui a d'autres pans d'activité. Deutz AG. Deutz AG. Faut qu'on s'arrête, Marie. Je suis désolé, mais vous reviendrez. On va suivre le déroulement de cette relance budgétaire allemande et de cette réanimation de la cote allemande, des moyennes et petites capitalisations allemandes, notamment Marie Fournier, qui était à nos côtés en plateau, directrice générale France de Lupus Alpha, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.